Coucou toi et bienvenue dans ce podcast qui sera un méli-mélo de partage de bonheur, de positivité, de joie de vivre, d'échange et de bienveillance. Alors j'espère que ce partage t'apportera du bien-être, de la confiance en toi, mais surtout et tout simplement un sourire qui embellira ta journée. Bonne écoute! Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de te présenter un épisode très spécial avec l'incroyable Linda, une personnalité qui incarne véritablement le bonheur et la positivité. Dans cet épisode, nous plongerons dans une conversation inspirante où je poserai à Linda des questions sur ce qui, selon elle, définit le bonheur. Nous discuterons de ses expériences, bien sûr, de ses conseils et des petites choses qui peuvent transformer ton quotidien en une aventure joyeuse. Tu verras dans cet épisode que Linda a une approche unique du bonheur et je suis sûre que ses réflexions te toucheront et t'inspireront également. Que tu cherches des astuces pour cultiver ta joie ou simplement un moment de réconfort, cet épisode est fait pour toi. Alors je te laisse dans cette discussion, prépare-toi à être inspiré et à découvrir comment trouver le bonheur dans les moindres détails de ta vie. Bonne écoute! Bonjour Linda! Coucou Maïba. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Du coup, on va parler de toi. Je vais te demander de te présenter sur ce que tu fais dans la vie, mais en termes généraux, pas forcément ton métier. Vraiment ce que tu fais, ce que tu aimes dans un premier temps. Ok, trop chouette. Déjà, merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis trop contente d'être là ce soir avec toi. Donc moi, c'est Linda Lefebvre. Je viens de Bruxelles. J'habite à Bruxelles, en Belgique. Et qui je suis, je pense que je suis une personne profondément empathique et très connectée aux gens. Et ce qui fait que il y a 4 ans, j'ai décidé de me réorienter vers la massothérapie, le coaching de vie, l'accompagnement fait des personnes à se sentir mieux avec ils et elles-mêmes et à s'accepter et à découvrir leur petite étincelle, leur petit feu intérieur, parce que chez beaucoup de personnes, et chez moi ça a été longtemps le cas, ce feu était presque éteint, silencieux, et donc moi j'ai fait tout un voyage qui est toujours en cours pour reconnecter avec ce feu et le raviver, et maintenant c'est à mon tour d'accompagner des personnes comme moi j'ai pu être accompagnée, comme je continue d'être accompagnée, pour raviver leur flamme. Quoi dire d'autre? Je suis maman d'un chat et d'un chien qui sont mes bébés d'amour. Voilà, j'ai 36 ans et qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'aujourd'hui, je me sens hyper épanouie dans ma vie, dans tous les choix que j'ai faits. Ça a pris du temps, mais maintenant, je suis dans un stade de ma vie où je me sens vraiment bien avec moi et avec la manière dont je la déploie aujourd'hui. C'est super. Voilà. Du coup, tu partages ça avec les autres gens que tu vois. Tout à fait. Au quotidien. Enfin moi, dans tout ce que j'ai, tout ce que j'apporte et tout ce que j'apporte dans mon métier. Mais en fait, mon métier et ma personne aujourd'hui, je vais pas dire que ça se mélange, mais j'ai vraiment fait de ma passion mon métier et du coup dans mon quotidien c'est tout le temps comme ça. J'adore amener cette énergie très joyeuse et très douce quand c'est nécessaire aux personnes autour de moi et à mes proches et tous les autres. Voilà. Super. Écoute, merci pour ta super présentation et on va commencer du coup la première question. Quelle est selon toi du coup ta mission sur Terre dans cette vie? Voilà, je pense que j'ai déjà un peu répondu. Donc, comme j'ai dit, pour moi, vraiment, ma mission, c'est d'accompagner les gens. En fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours perçu le potentiel chez les gens. En fait, j'ai toujours vu un petit peu les choses dans lesquelles ils sont hyper doués, les choses qui ressortent très fort. Et souvent, je me suis rendu compte avec le temps, de nombreuses années avant que les personnes se rendent compte, ils ou elles-mêmes. Parce que même si on se l'entend dire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on y croit déjà et ça peut prendre un certain temps. Et donc, moi, quand je rencontre les gens, je vois cette chose hyper vivante, hyper belle, hyper forte, hyper puissante qu'ils ont en eux. Et donc, je crois que ma mission aujourd'hui, c'est d'aller un peu réveiller ça, c'est d'un peu les aider à mettre le projecteur là-dessus et en parallèle de les accompagner dans
fait de s'accepter, parce que parfois c'est pas toujours facile, donc de s'accepter et de prendre soin d'eux. Voilà. Super. Franchement, c'est une mission magnifique, je trouve. C'est super. Et qu'est-ce qui t'a poussé qu'est-ce qui te pousse à avancer chaque jour? Au quotidien, bah, c'est ça, en fait. Tu vois, moi, quand je masse une personne ou que je l'accueille pour une séance de coaching ou un accompagnement, en fait, c'est vraiment les connexions que je vais créer avec les personnes. Et quand je vois qu'il y a une sorte d'avant-après, enfin, j'ai le retour direct. En fait, moi, je trouve que j'ai beaucoup, beaucoup de chance de faire le métier que je fais, enfin, les métiers que je fais, parce que j'ai un retour direct. J'ai des personnes qui arrivent dans un état relativement joyeux, dans le sens où ils savent qu'ils vont se faire du bien, qui vont prendre soin d'eux. Donc, c'est rarement des personnes qui arrivent en râlant. Et ça change beaucoup. Et puis, la séance se passe et je les vois détendus à la fin. Je vois qu'on a identifié des petits blocages et donc je peux leur faire un retour et ils sont hyper contents, hyper preneurs. Et ce que je trouve génial, c'est quand y a des personnes, je les vois une fois et ponctuellement et on peut avoir un très bel échange, une très belle connexion à ce moment-là et puis je les vois plus jamais. Et puis il y en a pas mal que je vais revoir régulièrement. Et quand ils me racontent que, par exemple, peut-être c'est une phrase que j'aurais dit, ça les a blindés aidés, ou bien que simplement le soin, il leur a fait trop du bien. Même il y en a qui me disent pas, mais je le vois ou je le perçois, que ça leur a vraiment fait du bien. En fait, je crois que moi, ce qui me fait avancer au quotidien, c'est ça. C'est de savoir que aujourd'hui, ce que j'apporte à mon niveau, à mon échelle, c'est du bien-être et un peu plus de joie peut-être dans le quotidien des personnes qui viennent me voir. Voilà, à mon échelle. Et je tiens quand même à préciser que tout ce que je vais amener, c'est aussi... Alors, je sais pas, je sens le besoin de préciser ça, c'est que moi, je travaille avec les gens, mais tout vient d'eux, en fait. Et c'est juste que moi, ils me laissent les accompagner dans cette transformation, dans un changement qu'ils vont vivre, ou une situation difficile. Mais ce que je trouve le plus puissant, c'est de les aider à reprendre leur pouvoir en main. Parce que je pense que tout un chacun, on a toutes et tous ce pouvoir en nous de transcender notre vie. Et donc, en fait, moi, ce qui me fait kiffer, c'est d'accompagner les gens dans cette reconnexion à leur pouvoir, ou bien leur donner un petit coup de boost quand il y a besoin. Mais ouais, de voir que les gens se transforment par eux-mêmes, je trouve ça incroyablement beau. Ouais, je te rejoins. Franchement, ça doit être trop beau. Selon les profils aussi que tu rencontres, je pense que tu dois rencontrer des profils où sont complètement différents. Ça doit être super chouette. Ah ouais, de dingue. Il n'y a pas une journée il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, que ce soit avec même des clientes et des clients que je vais revoir plusieurs fois. Même chaque séance est unique et c'est ça que j'aime trop. C'est hyper varié et ouais, je découvre tout un panel de magnifiques personnes et ça aussi est quelque chose de très, comment dire, qui me donne beaucoup d'espoir parce que c'est des personnes et chaque personne a vraiment une beauté profonde, un peu magique et je me dis ok, en fait l'humanité elle est belle quand les gens prennent le temps de s'accepter comme ils sont et d'oser rentrer en connexion avec eux-mêmes, avec les autres. En fait, dans le fond, on est tous des enfants dans des corps d'adultes. Ouais, quoi. c'est ça. Et ça, c'est... voilà. Ça, c'est vraiment toutes les choses qui me donnent de la joie et qui me font avancer jour après jour. Super. À quoi ressemble pour toi une journée parfaite? Qu'est-ce qui te rend heureuse en fait dans ton quotidien? Mais vraiment, j'aimerais que tu décrives en fait ta journée parfaite de A à Z jusqu'à ce que tu te lèves, jusqu'à ce que tu te couches. Ok. Alors, déjà, ma journée parfaite, elle ressemble assez fort aux journées que je vis au quotidien. Donc, je me réveille vers 8h, 8h30. Et la première chose que je fais, c'est dire bonjour à mes animaux qui viennent. On se fait des caresses et des câlins dans le lit tous les matins. C'est comme ça qu'on se réveille. Et déjà, vraiment, tous les jours, ma première pensée, c'est j'ai vraiment trop de chance d'avoir ces petites bêtes-là pleines d'amour et de pouvoir vivre cette expérience au quotidien.
Et ouais, je kiffe ma vie. Donc ça, c'est mon réveil. Généralement, après ça, je me douche, je me prépare. Et puis, je déjeune. Je prends le temps de me préparer à manger. Et après avoir déjeuné, je vais promener mon chien. C'est notre petit rituel tous les jours. Et puis, alors, si c'est une journée où je travaille, comme c'est souvent le cas, bah, simplement, je vais travailler généralement vers 11h. Je démarre. Et là, j'enchaîne quelques massages, quelques soins avec des personnes de tout bord et qui viennent travailler des sujets différents. Je dirais, si c'est ma journée idéale, j'en fais peut-être 3. Voilà. Et après ces 3, ces 3 échanges, en fait, je rentre prendre mon chien et je vais me balader en forêt. Voilà, une bonne heure ou quoi. Pour vraiment prendre l'air. En fait, j'ai la chance d'habiter près d'un bois qui est relié à une forêt. Et j'adore aller me promener là-bas. Ça me nourrit de dingue. Enfin, moi, j'ai beaucoup besoin d'espace vert et de nature parce que ça me permet de simplement lâcher, sortir de toutes les pensées, les projets, toutes les choses qui m'occupent l'esprit et de juste être dans cet environnement. Et alors, j'adore observer, que ce soit les gens, les animaux, les interactions entre les chiens, ou bien juste, si on voit des oiseaux, écouter. Je suis très... alors, j'allais dire, le mot c'est sensuel, donc c'est pas que lié à la sexualité, c'est lié au plaisir des sens. Et donc moi, j'ai très très fort ce besoin d'aller exploiter et explorer tous mes sens. Et donc j'adore ces moments-là. Après ma balade, je crois que je rentrerai faire quelques courses et préparer à manger. Et alors là, je vis en coloc en ce moment avec 2 super chouettes colocs et je pense que mon kiff serait juste de préparer à manger tranquillement, que mes colocs arrivent, puis qu'on mange ensemble et qu'on passe une soirée chill. Tout simplement parce que moi, à partir du moment où j'ai eu mes échanges sociaux à travers le boulot, quand je rentre, j'aime trop mon petit cocon, passer du temps avec mes proches. Et puis, peut-être regarder un film ou lire un bouquin avant de me coucher et simplement aller au lit vers 23h, un truc comme ça, à minuit, tranquillement. Je dis, ouais, ça c'est une bonne petite journée qui me procure beaucoup de joie, simple et efficace. Super. Quel a été pour toi le moment décisif ou plutôt le déclic qui t'a conduite en fait à faire ce que tu fais aujourd'hui, donc t'es coach, et qu'est-ce qui t'a fait le déclic pour te dire aujourd'hui en fait j'ai envie de coacher les gens? Alors, il y a 4 ans maintenant, j'ai fait un bon gros burn-out. Parce qu'il faut savoir que dans la première partie de ma vie, je travaillais pas du tout dans ce domaine. Je suis toujours ingénieure industrielle et je travaillais dans la production pharmaceutique, la production de vaccins. Et en fait, j'ai fait tous ces choix-là de faire ces études et puis de me lancer dans le pharma par raison, jamais par passion. Je les ai faits parce que je pensais que je suivais un peu ce que la société ou les normes semblaient indiquer comme étant le chemin le plus juste ou le meilleur. Et aussi parce que ma maman avait pas mal d'attentes et donc j'avais envie de lui faire plaisir. J'étais beaucoup dans le fait plaisir aux autres. Et comme j'avais des capacités, des facilités en fait à étudier ou quoi que ce soit, je me suis dit je vais tester. Voilà, on va faire des études d'ingénieur, on verra bien, c'est passé. Puis j'ai commencé à travailler, c'est passé. Puis voilà, et je montais comme ça en grade. J'avais des postes de mieux en mieux payés et une position très confortable. Mais à l'intérieur, je me sentais complètement morte. Vraiment, je me sentais vide et j'avais énormément de questions qui me travaillaient et qui me prenaient tout mon espace mental et j'arrêtais pas de me dire mais c'est quoi ma mission sur Terre? Vraiment c'était ces mots-là, c'est pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis là, c'est quoi ma mission, je ne comprends pas,
je regardais mes collègues et je leur disais, mais ça vous plaît ce que vous faites? Vous aimez votre rythme de vie, tout ça? Non, non, mais moi, voilà, après, je m'en fous, ça me paye ma maison, je suis en vacances, tranquille, et je suis là, non, mais moi, je veux pas vivre 40, 45 ans de carrière comme ça, à me dire chaque journée est une torture, mais voilà, je peux me reposer et profiter pendant mes vacances, quoi. Et donc, à tel point qu'à un moment, en fait, un moment, je me suis dit, ok, ça va pas. Je suis allée voir le médecin parce que j'avais vraiment plein de symptômes en mode insomnie. À l'époque, j'avais des troubles du comportement alimentaire. J'étais boulimique. J'avais peur tous les matins en allant au boulot. J'avais l'eczéma. Enfin, j'avais vraiment plein de symptômes physiques hyper forts. Et à un moment, j'ai quand même fini par aller chez le médecin qui m'a mis en arrêt. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, Linda, tu sais pas qui t'es. Tu sais pas ce qui te fait kiffer dans la vie. Et du coup, maintenant que tu es en arrêt, la seule chose que tu as à faire, c'est prendre soin de toi et découvrir en fait qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait vibrer et tout faire pour ne pas retourner dans cet environnement qui te convient pas, qui n'est peut-être pas mauvais, mais juste te convient pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller vers tout ce qui m'attirait. À ce moment-là, je me suis vraiment dit, je vais explorer tous les sujets qui m'ont toujours attirée, mais que je m'autorisais pas à explorer parce que je considérais que c'était pas utile pour ma carrière. Et donc là, je suis partie dans le massage, je suis partie dans le coaching parce qu'on m'en a parlé à ce moment-là. Je faisais un coaching carrière et c'est la coach qui m'a dit mais quand je vois toutes tes compétences, t'as déjà pensé au coaching? Elle m'a parlé d'une école. Je suis allée voir l'école et j'étais en mode ok, c'est tout, je me lance. Pareil pour le massage, j'étudiais le shiatsu, massage relaxant, mais vraiment j'allais tout dès qu'il y avait une idée, quelque chose qui m'appelait un peu plus fortement que juste j'en entends parler, je me dis ah ouais, ça pourrait être cool. J'y allais et c'est comme ça que j'ai commencé à développer ce côté-là et à me rendre compte qu'en fait tout ce qui m'avait manqué toutes ces années-là, c'est-à-dire quelque part pour moi ma spiritualité ou une connexion à moi-même et à la personne que je veux devenir en fait ou que je suis. Je l'ai trouvé. Le coaching, ça m'a apporté énormément dans mon trajet personnel et je pense que ça a permis une transformation perso en découvrant toutes mes passions et au-delà de ça, ça m'a permis d'améliorer toutes mes relations, que ce soit avec mes proches ou vraiment à la base on avait ma famille en tout cas on avait des relations hyper compliquées et grâce au coaching, pas que je l'ai appliqué sur eux, mais comment ça m'a fait, moi, réfléchir et évoluer, ça m'a permis d'apaiser les liens avec eux, d'apaiser les liens, ou de renforcer ou d'améliorer les liens avec mes amis. Et en gros, tout est parti du fait que pendant de nombreuses années, je me suis pas écoutée et le burn-out m'a donné l'opportunité, en fait, de prendre ce temps pour découvrir qu'est-ce qui me fait kiffer. Et voilà, aujourd'hui, c'est le massage, le coaching, les accompagnements, les soins énergétiques. Certainement que ça va évoluer. Je ne ferai peut-être pas ça toute ma vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'anime. Voilà. C'est super. Franchement, superbe histoire. Ouais. Et quels sont tes projets ou bien tes rêves que tu aimerais accomplir là aujourd'hui? Alors, et là, j'en parlais en plus avec une amie hier. Mon projet, alors j'ai beaucoup de mal, il faut savoir, à me projeter dans le long terme, mais disons dans les quelques années qui viennent. Au niveau professionnel, j'ai envie de créer mon école, en fait, mon école de massage, mon école de coaching. Ce sera quelque chose d'assez mixte. J'ai envie de m'associer avec d'autres personnes pour pas porter ce projet toute seule, et parce que je vois beaucoup de complémentarité dans ce que moi je vais amener à travers mes soins. Et j'ai une amie par exemple qui est incroyablement douée dans le mouvement. C'est à la base une prof de yoga, mais qui a détourné le yoga, qui a amené du chaos dedans, du mouvement, et pour moi, chaque cours, c'est comme un massage. C'est de la thérapie, c'est incroyable. Ils sont magnifiques, ces cours. Et donc, c'est ce type d'école, et d'énergie que j'ai envie de transmettre aux gens. Être dans la transmission, toujours continuer de proposer tout ce que je fais et en même temps de le transmettre à des personnes à qui ça peut faire du bien en fait et qui ont envie peut-être à leur tour de développer leur méthode, leurs soins, tout ça.
Ça, c'est pour la dimension professionnelle. Et oui, et dans la dimension personnelle, vu que ça fait aussi partie des grands projets, ce sera un jour de créer une famille, enfin une plus grande famille, une famille tendue, plus avec mes animaux, on va dire, avec des enfants, tout ça. Mais ça, voilà, c'est à l'état de projet 100% pour le moment. C'est chouette. As-tu connu, donc là on a parlé tout à l'heure de ton burn-out, mais est-ce que tu as connu des échecs marquants dans ta vie, que ça soit même dans ton adolescence ou autre, et ce qu'ils t'ont appris? Alors, je peux pas dire que j'ai eu des échecs, ou alors peut-être que je les ai pas perçus comme des échecs. J'ai eu plein de moments difficiles. Parce que, par exemple, dans mon adolescence, je considère pas que c'est un échec, mais par exemple, j'avais très peu de vie sociale. J'étais pas autorisée à sortir, donc euh, je sais pas, j'ai raté un peu toutes les grandes étapes qu'on fait adolescent, en groupe, les sorties, faire un groupe d'amis, faire nos bêtises, nos apprentissages ensemble. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait. J'étais très fort dans ma bulle, très renfermée sur moi. J'avais très peu de vision de l'extérieur, même si j'avais théoriquement accès à tout avec Internet, etc. Mais ouais, j'étais très très fort renfermée et dans une énergie assez négative parce que pendant, je crois que jusqu'à mes 27 ans, ouais, c'est vraiment juste ça, jusqu'à mes 27 ans, j'avais pas d'exemple autour de moi auquel je pouvais m'identifier ou qui me donnait envie, ou qui me montrait une voie qui pouvait me plaire en fait. Toutes les personnes, tout ce qui m'entourait était pas à mon goût. Je sentais bien que ça résonnait pas avec ce que j'avais envie, ce que je percevais de ce que la vie pouvait nous offrir, à m'offrir. Et donc, je crois quelque part, est-ce que c'est un échec, c'est d'être restée si longtemps renfermée sur moi-même, à pas vraiment, je crois que j'étais vraiment une personne très désagréable parce que j'avais beaucoup de colère en moi. Je faisais rien de ma vie. J'étais vraiment en mode métro boulot dodo. Donc j'allais taffer, je rentrais, je me faisais à manger, je me posais devant la télé, je passais toute la soirée là, je me mangeais du sucre, puis après je recommençais le lendemain et vraiment, enfin, je trouvais avec le recul mes journées vides de sens et en même temps c'est tout ce dont j'étais capable à l'époque quoi. Je crois sinon des petits échecs, c'est plutôt oui des projets que j'ai beaucoup eu cette tendance à lancer des projets et à les arrêter en plein milieu. Par exemple, des ateliers, ça fait déjà plusieurs fois que j'ai lancé au début de ma reconversion. J'essaie de lancer des ateliers parce que je me disais, OK, il faut y aller, c'est le moment, c'est maintenant, tu dois le faire. Et je me forçais, mais en fait, je me créais un stress énorme et c'était pas juste, c'était pas aligné, c'était pas le moment. Et donc, derrière ça, soit j'arrêtais tout, soit je me retrouvais avec une ou deux personnes et du coup, j'étais hyper déçue. Et l'atelier en soi, le contenu, bien, mais j'arrivais pas à transmettre mon message clairement et à donner envie aux gens de venir, mais parce que pour moi, mon message n'était pas clair pour moi et je le faisais dans une énergie je sais pas, c'était une énergie qui partait de la peur et qui partait pas de la joie. En fait, je crois que de manière générale dans ma vie, à chaque fois que j'ai essayé de forcer les choses, et c'est peut-être ça mes échecs avec les guillemets, c'est qu'à chaque fois que j'ai essayé d'avancer dans une direction, mais qui n'était pas juste pour moi, où je sentais bien que ça grinçait, mais que j'essayais de faire du forcing, d'aller au bout quand même, généralement, l'issue n'était pas favorable, n'était pas bonne dans le sens où, vu que je partais d'une énergie de peur, mais alors, j'entends, il y a deux types d'énergie de peur. Il y a la peur du trac et du stress, mais le bon stress. Et il y a la peur le manque ou quelque chose qui fonctionne pas. Et moi, c'était généralement cette énergie-là. Et quand ça partait de ça, le résultat était pas au rendez-vous. J'étais extrêmement déçue. J'étais hyper down après, pendant des jours, des semaines. Et ma conclusion, c'est qu'en fait, maintenant que je m'écoute beaucoup plus et que quand je lance des choses, je les lance de mon énergie de joie. Je me dis, tiens, mais est-ce que ça me fait kiffer?
est-ce que partager aux gens, ça va me faire kiffer sur ce sujet-là? Est-ce que c'est peut-être un autre sujet ou bien une autre manière de le faire ou peut-être pas maintenant, même si je sais qu'à un moment, j'ai envie de... Oula, attends, il y a le chat qui passe devant sur l'ordi. Ouais, ça a été vraiment ça. Et depuis que je fonctionne comme ça ou que je m'écoute, je sens totalement la différence. Mes décisions sont beaucoup plus alignées et j'ai pas peur aussi. Bon, c'est tout un travail, mais j'ai plus peur de dire non parce que je sens et je sais pourquoi ça va pas le faire, même si de prime abord le projet rationnellement est encourageant et qu'il y a plein de bonnes choses qui pourraient découler de ça. Et je me dis, en fait, non, je le sens pas. Voilà, et c'est OK. Donc, voilà, j'ai pas un exemple concret, mais je crois que de manière générale, là, un peu l'apprentissage que j'ai, c'est quand on fait des choses qui viennent au départ d'une énergie de peur, je trouve ça moins nourrissant et généralement l'issue est pas hyper chouette versus faire des choses, des activités, des projets, des rencontres qui parlent plutôt d'une énergie de joie et des choses qui nous font vibrer, quoi. Ouais. Voilà, je sais pas si je me suis éperdue en chemin. Ouais. Non, c'est super. Mais effectivement, t'en as pas parlé sur tout ce qui t'est arrivé. T'as pas du tout évoqué de rapport spirituel. Est-ce que tu as une croyance ou bien des pratiques spirituelles qui t'aident justement à cultiver ton bien-être actuel? Alors oui, enfin très largement, je pense que moi je pense qu'il y a plein de manières de vivre la spiritualité. Alors moi, je suis je me considère comme spirituelle, mais de nouveau, chacun sa définition dans le sens où ma spiritualité, ça a été d'apprendre à m'écouter. Je pense c'est ça. Pour moi, alors, je vais te le montrer. Vous n'allez pas le voir évidemment au podcast, mais j'ai mon premier tatouage, ça a été un œil sur mon bras, tu vois. Ah, tu vas pas voir grand-chose, bref. Ah oui, je vois. Voilà. Et pour moi, c'était le troisième œil, c'est la connaissance de soi, en fait. Et j'ai fait ce tatouage justement à 27 ans, au moment où j'ai fait un premier gros changement de vie. Où vraiment, j'ai coupé avec toute ma vie d'avant. Et c'est à partir de là que moi, je considère que j'ai commencé à découvrir et à cultiver ma spiritualité, c'est-à-dire entamer ce chemin vers moi-même, commencer à accepter que je vais peut-être pas, par exemple, suivre un parcours classique et que du coup, petit à petit, j'ai commencé à accueillir le fait que j'allais couper avec le classique métier de 9h à 17 ou 18h, que oui, ok, j'aurais pas une famille à 25 ans ou rencontrer quelqu'un avec qui je reste, je me marie, travaille. En fait, j'ai commencé à accueillir tout ça parce que dans mon univers, ça, c'était la norme. Et je sentais bien qu'à l'intérieur, il y avait une grosse dissonance. Ça fonctionnait pas pour moi. Et ouais, du coup, dans ma spiritualité, aujourd'hui, c'est de m'écouter autant que possible dans tout ce que je fais. Comme j'ai dit, tu vois, les balades aussi, moi, ça m'aide beaucoup. C'est des balades méditatives, je considère, qui me permettent de prendre ce moment d'écoute avec moi-même pour m'assurer que je me trompe pas de direction, on va dire, et que même si je me trompe de direction, c'est qu'il y a toujours temps de ajuster le tir. Ça. Puis après, la spiritualité, je pense que c'est hyper large. Moi, j'ai mes croyances aussi par rapport... du coup, je vais les partager au sens de la vie et ce qu'on fait sur Terre. Et voilà, ça, c'est toutes des choses qui m'ont... Quand j'ai découvert cette dimension-là, ça m'a beaucoup, beaucoup apaisée dans mes questionnements. Et du coup, dans cette dimension-là, je vais un peu plus l'expliciter. Dans ma perception des choses, on ne vit pas qu'une seule vie. On a une expérience terrestre. Et quand on meurt, on a l'opportunité de revenir vivre des expériences terrestres plusieurs fois. La Terre, c'est une des écoles. En gros, on vient en écolage pour apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Et donc, pour découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel, qui, pour moi, est un peu la réponse à tout,
on vient expérimenter ce qui n'est pas l'amour inconditionnel. Ce qui explique que chacun, chacune vivent des difficultés qui lui sont propres, des challenges de vie, des blessures de l'abandon, du rejet, des choses plus difficiles parfois. Tout ça, c'est pour apprendre et c'est pour, en tout cas dans ma compréhension, découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel. Et donc, personnellement, je sais que quand j'ai découvert un peu ces croyances-là, qui sont littéralement des croyances, moi, ça m'a beaucoup apaisée. Parce que je me suis dit, en fin de compte, j'étais très pressée par le temps. Je me disais qu'il fallait que les choses avancent vite, surtout quand j'étais perdue et que j'étais sur mon chemin et que j'étais en train de me dire, ok, mais qu'est-ce que t'as? Mais je voulais que ça aille vite, vite, vite. En fait, à un moment, je me suis dit, mais Linda, si t'as toute ta vie, limite, tu peux revenir une autre vie, encore une autre vie à l'infini. Ok, tu fais de ton mieux aujourd'hui, mais tu vas passer à côté de rien quelque part, dans le sens où, voilà, fais ton kiff, fais les choses comme tu peux, et si c'est pas dans cette vie-ci, ce sera dans une prochaine, mais le fais pas en étant stressé et en te projetant toujours vers l'avenir. Profite de ce qui est déjà là, profite de ce qui t'entoure, un peu sois reconnaissante pour tout ça et pars de cette de ça, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question par rapport à la pratique spirituelle. Si, ça répond tout à fait. Et c'est marrant parce que du coup, ça rejoint énormément mes croyances aussi à moi, spirituelles. Donc, c'est marrant que t'en parles là. J'aimerais savoir aussi, crois-tu qu'il existe, pour toi, donc t'en as un petit peu parlé, mais crois-tu qu'il existe quelque chose après la mort? Oui, totalement. Alors, j'ai pas nécessairement tous les mots pour les expliquer, mais moi, je suis assez convaincue que on vient tous et toutes d'une d'une forme d'énergie. Certains l'appellent la source, et que après la mort, on continue, parce que pour moi, la vie, c'est de l'écolage. Donc, on vient pour apprendre, et après, c'est comme si on intègre un peu tout ce qu'on a appris, et puis on prend un certain temps, et puis on revient ou sur Terre, ou faire de l'écolage autre part, pour continuer d'apprendre jusqu'à ce que j'imagine, alors je ne sais pas s'il y a une fin en vrai, j'allais dire jusqu'à, mais j'en sais rien s'il y a une fin. En tout cas, je sais que ça peut se répéter un certain nombre de fois, mais toujours dans cette idée d'apprendre, de s'apaiser, d'apprendre à s'aimer, d'être dans le lien, on va dire, avec soi, avec les autres. Cette fameuse connexion au tout, il y a le fait qu'on est tous et toutes reliés, et que la matière est tous les animaux, les êtres vivants, non vivants, nous, mais au-delà de ça, tout est connecté. Je pense qu'au final, on est presque même un. Mais simplement, on a toutes des âmes et on vient expérimenter. Donc, oui, selon ma compréhension, mes croyances plutôt, il y a quelque chose après la mort. La mort n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau chapitre, on va dire. Voilà. Et ta philosophie de vie, pour toi, ça serait quoi? Si tu devrais nous expliquer si tu avais une philosophie de vie. Une philosophie de vie. Comme ça, je dirais chaque chose arrive au moment juste, et peut-être à nous de décider comment on accueille tous les événements de notre vie. Je crois que ma philosophie, c'est ça, c'est d'essayer de voir dans tous les événements. Alors, quand ils sont joyeux, c'est facile, on tire de la joie. Mais quand ils sont plus difficiles, les challenges, les obstacles auxquels on peut faire face, en fait, c'est d'aller voir quel est l'apprentissage derrière chacun de ces événements-là. De nouveau, parce que moi, c'est très fort lié à ma croyance on est ici pour apprendre. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, parfois peut-être trop, j'apprends aussi à ne pas toujours tout mentaliser. Mais j'aime bien me dire, tiens, mais qu'est-ce que je tire de cette expérience? Et comment ça va me faire grandir, avancer, ou améliorer ma perception des
je sais pas, des comportements humains, des codes sociaux, tralala. En tout cas, oui, c'est toujours voir l'apprentissage dans les périodes difficiles. Ouais. Tu as des principes qui te guident au quotidien? Alors, des principes, je sais pas, des valeurs certainement. Clairement, alors moi, la liberté, c'est une valeur très importante pour moi. Ma liberté de choix, de mouvement, ma liberté de pouvoir changer d'avis. Ça, c'est hyper important. L'empathie, énormément. Le fait de beaucoup essayer de comprendre ce que les autres vivent, pas pour nécessairement pardonner certains comportements ou passer outre, mais pour comprendre ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui se passe dans leur tête et pourquoi ils ont certains comportements. Mais ça, je trouve ça hyper important. Ça permet d'aussi pouvoir mieux connecter avec ces personnes, mieux communiquer pour développer ou essayer de parler leur langage, en fait. Parce que voilà, au quotidien, moi, quand j'ai une personne énervée face à moi, alors pas dans mon métier, j'ai cette chance, je sais pas, je suis au magasin, il y a une personne énervée, une personne de mauvais poil, j'en sais rien. Et voilà, je me dis, ok, mais qu'est-ce qui fait que cette personne est énervée et d'où ça vient, quelle est la cause profonde et voilà, ce sera plus facile après de parler à la personne de manière apaisée et juste calmer les choses. Ouais, donc ça, ouais, la liberté, l'empathie. L'honnêteté beaucoup aussi parce que dans ma jeunesse il y avait pas une culture du mensonge dans mon environnement, mais ouais, il y avait une petite tendance comme ça d'inventer des choses mais sans raison, vraiment, juste de mentir mais bêtement et ou d'omettre des informations, de pas oser dire parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir. Donc ça a été tout un travail pour moi d'apprendre à être honnête, de parfois dire des choses qui, quand je sens que je peux les amener, parfois dire des choses honnêtement, mais parce que ça peut faire grandir aussi les personnes. Alors, tout est dans la manière, bien sûr, mais ouais, honnêteté envers les autres et avant tout envers soi-même. Et ça, c'est, je crois, la plus grande difficulté, c'est d'arriver à se dire honnêtement les choses, de vraiment s'autoriser à se dire ok, en fait ça j'ai clairement pas envie de le faire, ou j'ai pas envie de rencontrer cette personne, ou j'ai pas envie d'aller plus loin et c'est pas grave, le monde va pas s'écrouler. Donc voilà, je crois que ce serait mes 3 grandes valeurs, liberté, empathie et honnêteté. On va partir là-dessus, ouais. Donc t'es sur les réseaux sociaux, t'as Instagram, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et je mettrai dans tous les cas ton lien de ton compte dans la description du podcast. Et est-ce que tu as TikTok? Je sais pas si tu as TikTok. Non, j'ai jamais développé TikTok, non. Ok. Est-ce que tu as déjà reçu des critiques, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien même peut-être des critiques le jour où tu t'es dit bah tiens, aujourd'hui je vais être coach? Est-ce que tu as des critiques de gens qui t'ont dit mais pourquoi tu te lances dans ça? Tu devrais plutôt garder ton poste, c'est une valeur sûre. Est-ce que tu as eu des personnes comme ça qui te t'ont un peu freiné? Ah ouais, de dingue. Je pense que ça fait clairement partie de l'expérience. Ouais, surtout au début des personnes. Alors moi, il faut savoir qu'autour de moi, il y a eu beaucoup d'incompréhension face à mon burn-out. Alors autour de moi, je vais surtout parler de ma famille proche, de mes parents, on va dire, enfin de ma mère dont je suis la plus proche. Grosse incompréhension parce qu'en fait, mon burn-out, c'était pas une surprise en vrai. Ça faisait déjà bien un an et demi que je disais que je voulais démissionner, mais que je savais pas quoi faire, mais que j'étais vraiment pas bien. Et moi, je m'entendais dire, alors mon copain de l'époque et ma mère me disaient non mais en fait, lâche pas ton poste, juste fais un truc sur le côté, trouve-toi un hobby en mode c'est bon, on n'en fait pas toute une histoire. Et moi, je suis non mais les gars, vous comprenez pas, en fait, je suis en train de mourir dans l'intérieur. Et du coup, je crois que, alors vraiment, ma maman, ça a été la plus grande, la moins supportrice à l'époque en tout cas. Et ça m'a beaucoup freinée, ça m'a mis beaucoup le doute quand j'ai commencé à coacher ou à masser. Bon, le coaching, je me suis pas trop, j'ai pas trop pratiqué sur elle, mais le massage, je me suis dit, bah voilà, ça n'engage pas trop.
Et voilà, et vraiment tous les retours qu'elle me faisait étaient horribles en mode oui, enfin tu ferais bien d'aller te faire masser par ces personnes-là, regarde comment elles font, enfin c'est vachement mieux. Et c'est toujours des retours, enfin elle comprenait pas. Je crois qu'elle a, avec le recul, je n'en veux pas du tout et je sais qu'elle avait ses propres peurs en fait, parce que voilà, elle a pas nécessairement une vie facile, elle s'est construite toute seule, elle est maman est algérienne, elle a débarqué ici à 20 ans quand elle avait rencontré mon père. Et après ça, enfin, elle avait personne pour l'aider ici en Belgique avec ses enfants et tout ce qu'elle traversait. Et elle s'est construite toute seule. Et donc, me voir lâcher un poste confortable de prestige, c'était très difficile pour elle, vu que tout ce qu'elle a fait dans sa vie était destiné à nous mettre, mon frère et moi, sur cette voie-là et qu'on puisse accéder à ce type de poste, quoi. Parce que pour elle, c'était le Saint Graal. Donc, ouais, au début, énormément de jugement, de critiques et même les potes, enfin les potes étaient tranquilles en vrai avec ça, mais voilà, il y a rien à faire. Je trouve que c'est un parcours qu'on fait quand même vachement seul. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu au début et ça m'a beaucoup construite. Mais ouais, donc ouais, je crois qu'au début c'était un peu vraiment les critiques de ma mère qui étaient très difficiles pour moi à accueillir. Et sur Insta, écoute, j'ai eu une fois un commentaire d'un gars tout haineux et je me suis dit, oh, ça y est, si je commence à avoir des haters, c'est que je suis dans le game. Et j'ai kiffé. Donc entre-temps, il a retiré... Ah non, là j'en ai eu deux, c'est vrai. Il a retiré son message. Voilà, mais sincèrement, je me rappelle à l'époque, j'étais trop contente. Je me suis vraiment dit, ok, s'il y a des gens qui ont du temps à perdre pour m'écrire ce type de message, mais en fait, go quoi. Voilà, c'est que je commence à avoir une place, je sais pas où, mais voilà. Ouais, c'est tout, c'était ouais. C'est déjà pas mal parce qu'en plus, le fait que ça soit ta maman, tu vois, c'est quand même une valeur importante. Et puis, qu'importe, en fait, toi, tu as vraiment suivi ton chemin, en fait. Je trouve ça super fort. Ouais. Et vraiment, enfin, ma maman, c'était tout pour moi. Comme je disais, la première partie de ma vie, j'ai fait tous mes choix pour lui faire plaisir. Bon, pas qu'elle m'ait demandé, mais voilà, il y a des schémas familiaux qui font que. Et donc, c'était. Ah ouais, c'était une période très, très difficile, là. Je veux dire, les 2-3 premières années, c'était horrible. Et il faut savoir qu'avec elle, je l'aime de tout mon cœur, mais en même temps, on a longtemps eu une relation très conflictuelle. Et donc, il y a eu beaucoup de clashs, il y a beaucoup eu de mois de silence où je pouvais plus la voir parce que justement, à chaque fois, j'ai l'impression de faire un pas ou 2 pas en avant. Et si je la voyais, j'en faisais 10 en arrière, quoi. Parce que tellement elle remettait tout en question. Et donc, c'est vrai que j'ai appris à ce moment-là à me protéger, à prendre de la distance, pas pour lui faire du mal ou quoi que ce soit, mais juste parce que j'en avais profondément besoin. Sinon, j'avais l'impression de tourner en rond. Et ce qui est quand même joli dans l'histoire, c'est qu'il y a peut-être 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça, elle a vu un reportage sur le burn-out. Et elle m'a dit, oh, je suis vraiment désolée parce qu'en fait, aujourd'hui, je comprends ce que tu as pu vivre. Enfin, je pense comprendre un peu mieux. Et je me rends compte que tu as dû être très, très seule. Et je suis désolée de ne pas avoir pu être là pour toi à ce moment-là, de ne pas avoir compris ce qui se passait. Et bah, moi, ça m'a grave touchée parce que je me dis, voilà, j'en voulais pas pour tous ces comportements. Je suis clairement passée au-dessus, je sais d'où ça vient, mais le fait de l'entendre quand même quelques années après, de reconnaître ça m'a fait chaud au cœur et en même temps, j'étais en mode, tranquille. Enfin, t'étais pas capable à l'époque de m'apporter autre chose que ce que tu m'apportais, tu vois. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, tu te considères heureuse ? Ouais, je considère que... Ouais, totalement, en fait. J'ai vraiment je suis en train de créer au quotidien une vie à mon image où je respecte hyper fort mes besoins, où voilà, j'ai enfin atteint l'autonomie financière, ça a pris du temps, mais maintenant je suis enfin confortable. Je me suis, j'ai créé mes métiers, je me suis entourée de personnes qui résonnent avec moi, avec lesquelles je peux parler de tout plein de sujets
dont je pouvais pas parler à l'époque, notamment parler de ma spiritualité, de nos croyances, et aussi de faire des activités en dehors de ça, physiques ou de groupe ou des voyages, des choses comme ça, mais avec des personnes avec qui je me sens vraiment, vraiment bien, qui me prennent pas d'énergie, qui m'en donnent en fait. Et ça, c'est un énorme point en avant pour moi. Ouais. C'est sûr. Et si tu devais donner un conseil à nos auditeurs ou auditrices pour être heureux, ça serait quoi? Alors moi, je pense que pour être heureux, il faut suivre notre petite étincelle. C'est vraiment ça. Je sais pas si... je suppose que tu as déjà vu Le Château ambulant de Miyazaki. Oui, j'adore Miyazaki. Voilà, je me doute. Bah, tu vois, calcifère, ce petit feu, moi, je considère toujours que mon feu, c'est calcifère. Il a son propre caractère et que quand quelque chose me plaît, quelque chose me fait vibrer, bah, je sens que voilà, il commence à prendre de la place, il y a de la chaleur à l'intérieur, ça me fait du bien. Bah, moi, je crois ce que je peux recommander aux auditeurs, c'est d'apprendre à être à l'écoute de ce petit feu-là, cette étincelle à l'intérieur, et d'arriver à capter quand il se réveille. Et que si ça se réveille, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et que c'est ça, en fait, qu'il faut aller toujours essayer de suivre ces moments-là, ces illuminations, ces feux d'artifice intérieurs, on va dire. Exactement. Ouais. Et si des auditeurs ou auditrices n'ont jamais vu Le Château ambulant, écoutez, je le recommande. Ok, oui. Il est super. Et comment définirais-tu le bonheur? C'est-à-dire, est-ce pour toi une quête, un état d'esprit ou autre chose pour toi? Alors, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Comme j'ai dit, moi, le fait d'aller dans les moments difficiles, me dire que c'est qu'il y a quelque chose à tirer de ce moment-là, une leçon à tirer. C'est vraiment la vision qu'on va avoir de la vie. Pour moi, c'est ça qui va déterminer si on va expérimenter des phases de bonheur. Aussi, le bonheur, je ne considère pas que on puisse vivre dans le bonheur permanent. Sinon, on ne pourrait pas, je pense, l'apprécier tant que ça quand on l'expérimente. Mais c'est plutôt des phases, en fait, et c'est construire une vie de manière générale qui nous procure un maximum de bonheur. Je crois que c'est ça. Du coup, c'est un maximum de moments qui nous amènent de la joie. Et donc, c'est pour ça que je parle toujours de cette étincelle, de ce petit feu. C'est essayer de suivre cette voie-là, parce que au plus ça vibre en nous, ça veut dire que c'est aligné avec nos besoins. Au plus, ça va nous donner d'énergie, on pourra de nouveau la partager, en profiter. Enfin, c'est un cercle vertueux, c'est vraiment ça. Donc le bonheur, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est une vision de la vie. C'est beau. Ouais. Magnifique. Si tu pouvais changer une chose dans le monde pour rendre les gens le plus heureux possible, qu'est-ce que ce serait? Mais tu dois changer une seule chose. Ouais, une seule chose. Alors, c'est dur parce qu'en même temps, vu que moi je considère qu'on est ici pour apprendre, il y a des choses qu'on doit traverser. Mais je crois tout ce que je changerais, c'est que les gens soient un petit peu plus bienveillants avec eux-mêmes, s'aiment un peu plus. Et je crois que ça ferait toute la différence. Ouais. Je pense déjà qu'il y aurait une grande différence rien qu'avec ça. Ouais. Ah ouais, de ouf. Voilà, c'est l'apprentissage pour certaines de toute une vie d'apprendre à être bien avec ça et s'aimer. La douceur, oh là là. Ouais. Ouais, ça crée des belles connexions. Ouais, tout à fait. On arrive à la fin des questions. Est-ce que tu as un mot à dire à nos auditeurs, auditrices? Un conseil ou... Ah ouais. Là, je crois que j'ai déjà partagé pas mal et je crois que ouais, tout ce que je peux inviter les gens à faire, c'est d'aller suivre ce feu intérieur et de le faire avec beaucoup de douceur, autant de douceur que possible, parce que comme j'ai dit au début, au final, on est tous des enfants dans des corps d'adultes
et que dans tous les comportements qu'on n'aime pas de soi, les habitudes qu'on a, qu'on n'aime pas ou qu'on aimerait changer, au final, ce sont des réactions d'enfants qui se protègent, je pense. Voilà. Et donc, peut-être aussi accueillir cet enfant avec bienveillance et le rassurer. Je pense que ça fait de la magie, tout simplement, pour une plus chouette vie. Super. Tu as un site pour qu'on puisse te rejoindre, que nos auditeurs puissent te joindre. Donc, tu as un Instagram, je vais mettre dans la barre d'infos. Est-ce que tu as un site? Il m'a semblé que tu avais un site, j'ai vu ça sur Instagram. Ouais, tout à fait. Il est dans ma bio sur Insta et du coup, c'est Linda-Lefebvre, lefebvre.com. Mais de toute façon, si vous allez me chercher sur Instagram, il y a l'accès au site qui présente le service que je propose aujourd'hui. Voilà, c'est essentiellement sur Bruxelles pour le moment. Et un jour, bientôt, je ne sais pas quand, certainement, des retraites ou une école, je ne sais où. Donc voilà. En tout cas, un grand merci à toi, Linda, pour avoir partagé tout ça. Franchement, c'était chouette. Et j'espère du coup te revoir peut-être sur un autre thème dans mon podcast. Ce serait avec plaisir. Plaisir partagé. Franchement, c'était hyper chouette. Merci beaucoup pour ton temps, ta bienveillance, la proposition. Et toi aussi, t'as grave une trop chouette énergie. Donc, merci beaucoup. Super. Salut tout le monde. Et puis, bonne journée à toi, Linda. Salut. Ciao, ciao. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Un immense merci à toi, Linda, pour ta présence, ton énergie et tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'avoir dans ce podcast. Si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner au podcast pour ne rien manquer des prochaines conversations inspirantes sur le bonheur. Et surtout, je t'invite vivement à suivre Linda et à découvrir son travail. Je te mettrai toutes les infos en barre d'infos, son lien vers son site et également un lien vers son compte Instagram. Elle partage des choses précieuses qui peuvent vraiment t'inspirer. Encore un grand merci à toi, Linda, pour ce bel échange et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Prends soin de toi et à très vite pour un prochain épisode. Je te remercie pour avoir écouté. N'hésite pas à me suivre pour me motiver à remplir ce podcast de contenu qui me tient à cœur. Et je te souhaite une magnifique journée. Et n'oublie pas, le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet. Il ne dépend que de toi.